production, les podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie était la meilleure chose à faire cet été ? Ventiler nos esprits, sublimer nos couchers de soleil et entretenir nos discussions d'apéro. Avouons que les vacances sont un moment singulier. Il y a ceux qui se disputent en remplissant le coffre de la voiture, ceux qui prennent le train pour la colo avec une étiquette autour du cou, ceux qui n'ont pas les moyens de partir et qui jouent au ballon dans la rue. Il y a ceux qui profitent du mois d'août, enfin seuls au bureau. Ceux dont les tablés ne comptent plus les convives. Ceux qui préfèrent la montagne au sable brûlant. Ceux qui pestent contre les moustiques. Et ceux qui font des siestes à rallonge. Il y a ceux que ça angoisse de partir. Et ceux que ça angoisse de rentrer. Il y a ceux qui aiment les parcs d'attractions. Et ceux qui ne jurent que par les criques désertes. Il y a les sandwichs sur le bord d'autoroute et les tables avec nappe. Il y a les fidèles et les novices. Ceux qui savent où s'achète la meilleure gaufre et ceux qui cornent les pages du routard. Ceux qui choisissent les nationales et ceux qui jouent au Uno à l'aéroport. Ceux qui économisent le parking et ceux qui claquent le travail de l'année. Il y a les saisonniers qui triment en attendant l'hiver à Bangkok, ceux qui gardent les chats des voisins, ceux qui ont une grand-mère et ceux qui ne voient plus leur famille, ceux qui écrivent des cartes postales et ceux qui n'allument plus leur téléphone. Il y a les protections 50 et ceux qui mettent de l'huile au monoeil. C'est quelque chose l'histoire des vacances. Une somme de comportements qui tissent nos souvenirs autant que notre sociologie. Un espace où nos esprits font face à cette somme d'émotions confuses qui se baladent en nous depuis l'enfance. Alors, que vous partiez ou non, que vous aimiez les congés ou pas, j'avais envie de vous accompagner à travers ces quelques épisodes. Et surtout, je vous souhaite un été qui vous ressemble. Un été sans projection, un été qui ne soit pas déjà la rentrée. Un été surtout qui soit le vôtre et qui vous rappelle que la philosophie est toujours là pour vous accompagner. Pourquoi continuer à transmettre la politesse à nos enfants ? Bon, l'avantage de tout ce que nous traversons, c'est que ça a ouvert une manne de questions inattendues qui vont hautement pimenter nos réflexions. Peut-on encore être poli quand quelqu'un ne porte pas de masque à côté de nous ? Peut-on encore rester poli quand notre énième événement est annulé ? Peut-on rester poli quand notre ado refuse d'aller en cours, prétextant un risque d'épidémie ? Bref, l'avantage des zones de trouble, c'est que les philosophes se frottent les mains de nouvelles choses à penser. Alors parlons un peu de politesse. Comme le savent tous les bons élèves en dissertation, avant de vous livrer les avis des uns et des autres philosophes au sujet de la politesse, il faut déjà savoir de quoi l'on cause. Concentrons-nous d'abord un instant sur l'étymologie de ce curieux terme. La politesse vient du latin politus. Je suis certaine que vous l'aviez tout à fait en tête. Politus, ça signifie uni, lisse, brillant. Vous comprenez l'idée. Être poli, c'est être poli, dans le sens de polir, de lustrer. Tout ça pour ça, comme dans polir l'argenterie. En somme, il s'agit de ne présenter aucune aspérité. Ce qu'on appelle la politesse, c'est dès lors un ensemble de règles qui proposent des modèles de conduite adaptés aux différentes situations sociales, pour toujours savoir ce qu'on doit faire. Ce type de code existe dans toutes les cultures, on en parlera un peu plus tard, et son rôle y est fondamental. La politesse permet vraiment de savoir quoi faire en toutes circonstances, en ville comme au travail. Et elle facilite nos rapports interpersonnels, elle prévient les hésitations, elle sauve de la gêne. On est presque convaincu. Mais
À travers l'histoire de la philosophie, plusieurs auteurs ont réfléchi à cet impératif de rester poli et n'ont pas tout à fait présenté les mêmes arguments. Par exemple, pour Jean-Jacques Rousseau, les formules de politesse font au contraire ressortir le caractère malhonnête et corrompu des bonnes manières de son siècle. Rousseau considère que la politesse est un vernis qui, en fait, témoigne du triomphe, de la flatterie, de l'hypocrisie sur la franchise. Puisque nous sommes tous polis et donc aseptisés, c'est comme si, dit-il, nous étendions des guirlandes de fleurs sur nos vraies intentions. Tout ça pour cacher des rapports, en fait, de rivalité et de domination. En outre, la politesse exige une conformité stérile aux usages. C'est comme si tout le monde était jeté dans le même moule. Donc, pour Rousseau, lorsqu'on est poli, on n'est jamais authentiquement soi-même. On porte un masque. Mais est-il certain que les usages de la politesse soient si néfastes ? Je voudrais certainement pas en rester là. Et au contraire, il y a l'idée, alors cette fois-ci on va convoquer un autre philosophe, un philosophe écossais, David Hume, qui dit ceci. Se former sur les modèles les plus reçus chez les gens de condition et d'éducation a ses bienfaits. Pour David Hume, au contraire, à l'inverse de Rousseau, la politesse est une ruse efficace qui fait que tout le monde, peu importe sa place dans l'échelle sociale, se plie aux mêmes exigences de déférence et de respect mutuel. Donc, au contraire, c'est pas du tout masquer nos véritables rapports de rivalité et de domination, mais c'est permettre en tout à chacun d'adopter les mêmes règles, quel que soit là d'où on vient. Dans cette réflexion, Hume est rejoint par Kant, un philosophe dont j'ai souvent parlé ici. Les formules de politesse ne sont pas tout à fait sincères, mais est-ce grave ? Se demande Kant. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de mentir, car personne n'est dupe de la politesse. Nous savons tous qu'un merci et qu'un c'était délicieux n'engagent pas toujours notre sincérité. C'est très différent, la politesse est très différente de la gratitude. En fait, au fond, la politesse est transparente, parce que tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est une sorte d'embellissement formel de la vérité. C'est ce qu'il explique dans la doctrine de la vertu. Je vous en prie, bonne journée madame, sont des efforts pour se comporter comme si nous étions vertueux. Ce sont des obligations extérieures qui constituent la politesse, qui obligent les autres, qui favorisent le sentiment de la vertu, en la rendant au moins aimable. En fait, ce que nous explique Kant, c'est que peu importe qui nous sommes, justement, ça nous permet de donner à la vertu un aspect gracieux et de faire un devoir du vertu, alors même qu'on ne l'est pas tout à fait. Donc oui, c'est un déguisement, mais c'est un déguisement nécessaire. Alors évidemment, comme toute notion culturelle, la politesse diffère selon les pays. Quelques exemples pour juste vous faire raisonner sur cette notion. Par exemple, en Chine, il est utile de connaître la pratique du toast. L'invité d'un dîner d'affaires doit absolument finir son verre s'il ne veut pas froisser son hôte. On prouve sa sincérité et ne pas finir son verre serait au contraire perçu comme un manque de franchise. Important de le savoir. Un autre exemple, il faut se rappeler que sourire, qui est une pratique cordiale au Brésil, est infiniment poli en Thaïlande. Au même titre que ne pas se mettre en colère, ne pas s'énerver, éviter tout conflit. David Hume, lui aussi, attire notre attention sur les différences culturelles au sujet de la politesse. Et pour Hume, la réflexion n'est pas juste anecdotique, comme les deux exemples que je viens de vous donner. Au contraire, pour lui, la question devient même politique. Il distingue deux modèles de régime civilisé, la semi-république anglaise et la monarchie civilisée française, à l'époque où il écrit. Bien qu'étant l'une et l'autre civilisées, la compréhension de la politesse dans les deux pays n'est pas du tout la même. Si vous êtes invité chez des Anglais, tout le monde est égal. Mais
vous comprenez tout de suite qui est le maître de maison, le propriétaire. Si vous êtes en France, en revanche, le maître de maison est celui qui est empressé à l'égard des autres, qui essaie de faire le bonheur de tout le monde, qui va prendre les manteaux, qui va favoriser la conversation, qui va servir les plats. Cela ne veut pas dire que le maître de maison n'est pas le maître de maison. Mais il y a une dynamique de la politesse par laquelle les maîtres essaient de faire oublier en France qu'ils sont maîtres en affichant une faiblesse toute provisoire par rapport à ceux qu'ils reçoivent. Chez David Hume, la politesse est une ruse efficace qui fait que tout le monde peut, rappelez-vous, prendre sa place dans l'échelle sociale. Et donc, c'est aussi sur ça qu'on peut construire de nouveaux rapports sociaux. Bref, ainsi analysé, vous comprenez la gravité de cette question. Dans les faits comme dans l'étymologie, la politesse se rapproche de la politique. L'idée est semblable et tout aussi louable. Il s'agit simplement de vivre ensemble, en soignant les apparences plutôt qu'en s'enfonçant dans des rapports de force. Et pour cela, je crois qu'on le sait tous ici, rien de mieux que de multiplier les parades et de mettre un peu de douceur. Être poli, c'est court-circuiter la violence par le respect. Mettons que vous êtes dans la rue et qu'un chauffard manque de vous renverser, vous avez envie de l'insulter. Un chauffard en trottinette, disons. Vous avez envie de l'insulter en lui souhaitant de se faire une entorse au bout de la rue, mais au lieu de ça, vous lui barrez délicatement le passage et prenez votre plus joli timbre pour lui signifier « Pardonnez-moi, il me semble qu'avec cette vitesse, vos roues risquent de vous causer un fâcheux dommage. » Eh bien, vous avez court-circuité la violence par le respect. Mais ce qu'il y a de fascinant avec la politesse, c'est que ce respect n'est pas fin. Rappelez-vous, nous sommes unis, lisses et brillants, mais au fur et à mesure, à force de travailler notre vertu, nous finirons bien par le devenir. En tout cas, à en donner la plus parfaite apparence. Et c'est pour ça qu'elle est redoutablement efficace. Être poli, c'est l'art du comme si. Le philosophe Alain appelait la politesse l'art des signes, comme une sorte de grammaire qu'il faudrait maîtriser, qu'importent les intentions, pourvu qu'on en ait l'usage. Cet embellissement formel de la vérité est donc permis, peut-être même souhaité. En tout cas, il est accessible. Et c'est une merveilleuse nouvelle si elle nous permet de mettre un peu plus de douceur dans notre vie, dans cette rentrée. La Rochefoucauld disait « La plupart des jeunes gens croient être naturels lorsqu'ils ne sont que mal polis et grossiers. » Cette phrase est souvent reprise pour conspuer la jeunesse, mais le propos de La Rochefoucauld est ailleurs. C'est une ode au mensonge intelligent, une détestation de la transparence qui blesse. Bref, personne ne choisit son pays ni son père, mais tout le monde peut acquérir des qualités et des mœurs. Dans 15 jours, nous parlerons cette fois-ci de la désobéissance. En attendant, n'oubliez pas d'être poli, de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.